Donc je suis Sam Wilson, moi je suis Trevor Snap, nous sommes des réalisateurs en VR, des photographes, des documentaristes, entre autres. Alors, donc pour commencer, alors qui est le public? Qui fait des films en VR? Qui travaille dans l'activité d'une telle manière ou d'une autre? Qui voudrait faire des films en VR? Personne. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vidéo 360, donc entre narratif et immersion. Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais parfois se contredisent, surtout dans le sens de 360. Alors on va parler de ça dans le contexte de notre film qui s'appelle We Remain, qui restons. C'est un documentaire 360 de 15 minutes filmé au Soudan, dans les montagnes de Soudan, des montagnes Nuba, pendant le conflit qui dure depuis plusieurs années. Donc il y avait 4 personnes de différents côtés du conflit, un journaliste, une mère, un soldat et un étudiant qui essayent de naviguer ce conflit et de survivre. Collaboration entre New York Times, AJ+, Arte et Reports. Ouais, New York Reports. New Reports est basé dans les zones de conflit au Soudan, qui a suivi le conflit depuis la séparation du Nord du Sud. Generations of Sudanese have grown up in conflict. Violence which the government hides from the world and its own people. We are bringing light to an invisible war. The journalists of Nuba Reports are victims of this war. They are refugees, their families displaced, and their dreams for the future delayed. But they are also young people who have chosen to document what is happening to their homeland so that you can know about it, so that governments can act, media can report, and history is recorded. They work on the front lines of the battlefields, in refugee camps and remote villages, places where NGOs and journalists are banned. Using GPS data and video, they saw the reality on the ground, often at great danger. Help them tell their stories, make it news. Donc pendant plusieurs années, Sam et moi, nous avons travaillé. On a travaillé dans ces conflits oubliés. New Reports a été formé pour faire cela. Il y a eu des partenariats avec d'autres médias pour parler de ces questions. Alors, on pensait que la VR pourrait être un outil très puissant pour parler de ce conflit de façon nouvelle. Donc on voulait créer de l'empathie d'une manière différente. C'est important dans un lieu qui est très étranger pour beaucoup de monde. On pense qu'il y a cette rupture. Donc voilà, on voulait changer les stéréotypes et on voulait emmener ces voix vers la conversation globale en les emmenant dans un espace virtuel, donc les emmener dans les festivals, etc. C'était des nouveaux médias qui n'ont pas été dominés par les stéréotypes qu'on avait tendance à voir sur les reportages sur l'Afrique. Alors on voulait voir de nouvelles façons de raconter l'histoire. Donc, on voulait parler de notre façon de faire le film, de comment on a traité la tension de l'histoire, etc.
Donc, Trevor et moi, c'était notre premier film en VR. On a commencé la production il y a 2 ans. Donc il y avait beaucoup de barrières techniques à l'époque, des limites techniques, mais travailler dans un endroit comme ça qui est très éloigné et tout simplement aller dans les montagnes, là il faut prendre plein d'avions, il faut traverser des frontières. Et il y avait des cauchemars logistiques tout simplement pour entrer dans l'espace. Comme on a dit, c'est coupé de l'aide humanitaire et c'est coupé en général. Alors, ça plus le fait qu'on travaillait avec la technologie émergente, on avait donc ce rig qui était cette GoPro qui était attachée. Donc pour faire chaque prise, il fallait allumer chaque appareil et puis appuyer sur play et puis éteindre. C'est un cauchemar. Donc imaginez là, vous avez dû faire ça dans d'autres contextes, mais imaginez faire ça dans une zone de guerre où il y a plein d'autres choses à voir à part allumer des caméras. Donc on n'avait pas de pied, donc de trépied, donc on a utilisé un bâton. Alors on savait qu'il y avait des façons de raconter l'histoire. On savait, comme j'ai dit tout à l'heure, on voulait raconter l'histoire de différents côtés du conflit, pas tout simplement du point de vue du soldat, de la mère ou d'un étudiant, mais c'était important de raconter la complexité pour représenter les différents côtés avec ces différentes personnes. Également, on savait qu'on ne voulait pas avoir de narratif, dark narratif en quelque sorte, la voix de Dieu qui nous disait ce qui se passait. Donc tout doit apparaître à travers les voix des personnes. Et également, on voulait que ce soit une observation. Vous avez eu des expériences à regarder d'autres documentaires en VR, et très souvent, c'est un peu produit. Les choses se passent pour la caméra. Donc pour nous, c'était très important de voir, quand on est dans ces endroits, dans ces moments, dans ces scènes, il fallait que ce soit réel. Et ce qu'on voit est réel. Et c'était important aussi, parce que la guerre est une guerre contestée. Le gouvernement de Soudan dit que ça n'existe pas, qu'il ne bombarde pas des gens. Les reporters disent que ce n'est pas vrai. Donc si on produit quelque chose, là, ça va soutenir le côté qui dit rien ne se passe. Donc, il fallait qu'on soit le plus objectif possible. Alors, très tôt dans le processus, on était à la frontière et on était dans ces cavernes, dans ces grottes avec des enfants, des familles, des gens déplacés. Et beaucoup de gens se cachaient dans ces grottes. Il y avait des bombardements. Donc des enfants, des femmes se cachaient dans les grottes. Et c'était fascinant comme environnement, quoi. On est resté avec cette communauté pour voir ce qui se passait. On est revenu à notre base. On enlève les 7 cartes mémoire, on les télécharge. On met tout ensemble pour avoir une image pour voir effectivement que ce qu'on fait dans les grottes, en fait, si ça marche ou pas. Et on l'a fait. Et puis, on s'est rendu compte à quel point ce qu'on avait fait était fascinant et authentique et réel. Oui, c'était une surprise pour nous parce qu'on pensait qu'on emmenait cette technologie moderne, différente, bizarre. Mais les gens nous faisaient confiance. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était beaucoup plus efficace. Donc il y avait les 2 blancs là, avec la caméra qu'on mettait dans le visage des gens. Et on a une image particulière à cause de ça. Ici, on mettait la caméra au milieu de la scène où des choses se passaient. Et nous, on se cachait dans la terre, dans le buisson derrière, dans la brousse, et on espérait que ce qui allait arriver était intéressant. Il y avait des choses effectivement qui ne marchaient pas, mais quand ça marchait, c'était extraordinaire. On était vraiment là.
Donc là, quand on est documentariste, les gens, ils font ce qu'ils font, tout simplement. Donc pour y aller, pour la mise en place, c'était compliqué. Mais une fois que c'était fait, c'était cette vérité qui sortait. Oui, c'est quelque chose quand on... Les gens, ils ont posé la question avant. Les gens, ils ne répondent pas. Enfin, ils ont une réponse bizarre à la caméra. Mais je pense que si les gens... Là, on le met. Là, c'est comme un photographe. On se dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer autour de la caméra? Quelle est la lumière? Où sont les gens? Donc on anticipe beaucoup sur comment ça fonctionne. Et en même temps, on doit lâcher, quoi. Et le reste, c'est la vie qui décide. Donc il y avait cette chose remarquable parce que les gens oublient que ça existe après quelques minutes. C'est un truc dans la pièce par rapport à deux grands mecs qui fixent les autres. Donc dans le processus de poste, c'était une façon de filmer le plus longtemps possible pour trouver ces petits noyaux de vérité et ces moments magiques qui donnent quelque chose de réel. Alors après, on avait tout ce qu'il fallait, on avait tout monté, on a dit c'est incroyable, on a écrit un scénario avec beaucoup de textes, des interviews, qu'on avait des gens. On prenait ça, on prenait le texte, on le mettait ensemble. On l'a exporté, on l'a regardé. Et c'était super difficile à regarder, c'était mauvais. Et on a obligé beaucoup d'autres à regarder. On a dit c'est cool, mais bon, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Ils voulaient écouter le texte ou écouter l'histoire. Ils voulaient regarder les images. Donc on était très focalisés sur l'histoire. Chacun des individus avait un narratif fascinant. Et l'arc, donc il y avait quelque chose de complexe. Là on mettait ça dans l'histoire. Et aussi notre point de vue. C'était notre point de vue de cinéaste, comment on fabrique, comment on crée un scénario, comment on prend l'image de l'air, etc. Donc ça montre, c'est un témoignage de la VR en fait, parce qu'on en regarde totalement différemment. Il n'y a pas de parallèle. La seule façon de faire le montage, de comprendre, c'est de voir comment c'est d'être dans une scène pendant 10 minutes, 10 secondes. Ça, c'était une leçon très difficile pour nous. Ah ouais, et puis en plus, c'était dur. Il faut faire les changements, il faut l'exporter, il faut le mettre, voilà, il faut regarder. Alors, après, on est allé dans un autre sens, on a pris un autre sens. On est allé dans notre passé en tant que photojournaliste. Et ce qui nous intéressait, c'était des histoires où on a ces images juxtaposées. Et pour créer le narratif, mais pas à travers des choses plus typiques quand on les regarde. Donc on a pris, on a enlevé beaucoup de choses, on a regardé les images, mais bon, ça ne marchait pas parfaitement non plus. C'était le problème opposé, parce que là on est décontextualisé par rapport aux gens, et le narratif et leurs histoires. Alors c'était très important de donner un contexte aux gens. Et là, on s'est dit qu'il faut aller dans l'autre sens pour se dire quels sont les noyaux d'informations essentiels pour comprendre l'histoire, pour comprendre les différentes scènes, ce qui se passe, quel est le contexte. Et on a réinjecté du narratif. Premièrement, on voulait créer une scène dans le film qui donne un contexte sur ce qui se passait dans la guerre au Soudan, l'histoire du Soudan du Sud-Soudan et de... Voilà, donc la version panorama. Donc ça, c'était très important. Aussi, il fallait voir comment ne pas sortir les gens du monde. Là, très souvent,
dans les documentaires. On est sur le globe et puis on flotte dessus, et puis vous êtes ici, et puis voilà, on zoome. Mais ça vous sort de ce monde. Donc ce qu'on voulait faire, notre solution, c'était de prendre cette salle de classe dans les montagnes, et puis on mettait des choses sur le tableau noir, la carte qui change sous les pieds. Et parce qu'on voulait que ça passe à travers les voix, les personnages, on disait, on racontait l'histoire à travers un de nos personnages, le militaire Bata. Donc c'est pas la voix de Dieu, c'est le Bata qui parle de chez lui. Pourquoi il se bat à travers ce contexte. Et ces deux éléments ensemble nous ont permis de rester connectés à l'histoire tout en mettant de l'information. Et ça a pris du temps. On avait Al-Bagar, on avait des textes par terre, des textes devant, et puis les gens, ils ont enlevé le casque parce qu'ils ne supportaient pas. Mais il y avait quelque chose qu'on trouvait important. Donc la deuxième partie, on a vu que d'avoir un arc narratif pour les personnages, c'était important parce que ce sont des gens qui vivent dans une zone très éloignée, très difficile d'accès, c'est très étranger pour des gens. Donc pour pouvoir s'identifier, il fallait les montrer comme personne, entendre leur voix, voir le développement au fur et à mesure de l'histoire. Mais là encore, on rajoute des choses. Il y a des choses qui vont mal, il fallait reprendre. Donc là, quand il est avec El-Bakr, là, il y avait ce lien parce qu'il était devant la caméra, il parlait directement. Et donc on les voit comme individus et puis ils vous emmènent dans l'histoire. Quelque chose qu'on a vu, quelque chose qui marche. Ce qu'on a fait, c'était de prendre le contexte, ces arcs, etc. On voulait avoir ces moments intenses. Là, voilà un exemple. We stay the whole day in caves when the engine of planes fly overhead. Yeah, just to go back to these shots for a second. Donc ces prises-là, de tout ce qu'on a fait, on s'est rendu compte à la fin que c'était très important d'avoir des moments comme ça pour raconter des histoires en 360, quelque chose d'unique là, par rapport à une photo, par rapport à des vidéos à l'écran, d'autres prises dans le film. Là, où qu'on regarde, il y a une expérience qui a du sens. Et où qu'on regarde dans cette prise, vous allez voir quelque chose que quelqu'un d'autre ne va pas voir. Il y a d'autres prises où il y a quelqu'un directement devant vous. Et d'un point de vue narratif, c'est très important pour la personne, pour que la personne regarde devant. Il n'y a que quelques sections et où des informations qu'il faut transmettre. Là, dans cette prise, il y aura un sens partout. Quelque chose d'unique pour raconter l'histoire. Et c'est pour ça qu'on raconte l'histoire, ici et pas ailleurs. Et c'est cette idée d'être la mouche sur le mur. Et on peut avoir cette sensation de créer l'histoire soi-même. Et ça, on peut faire avec le 360, avec la veillère. Et on a ces boucles neuronaux. Ces boucles de neurones, en fait. Et puis, avec le 360, on peut le faire dans un contexte narratif. Et c'est pour ça que c'est tellement excitant. Et là, le réalisateur, il perd le pouvoir, si vous voulez, mais c'est le pouvoir est donné aux spectateurs. Et donc, là, il y a le sujet, mais ça enlève et ça permet aux gens de vivre leur vie. Et le spectateur peut créer l'histoire. Et ça ne marche que si vous avez ce genre d'image. Là, quelque chose se passe et vous choisissez ce que vous voulez, mais en même temps,
ça crée quelque chose de plus grand. Oui, et puis en fin de compte, là, on avait quelque chose qui était très narratif, très lyrique, puis narratif. On avait un compromis. Et beaucoup de scènes qui donnent plus d'informations avec le personnage droit devant par rapport à ce qui se passe dans la grotte ou des bombardements, des choses comme ça. Ces scènes narratives, en fait, créent, donnent du sens à ces autres scènes. Et ce sont les scènes qui représentent la magie de la narration. Donc on a montré ce film dans les festivals, ça a été publié en ligne. Donc là, on le fait sans casque, mais sur l'app de New York Times. Mais on l'a montré à Arte. Arte l'a sorti, c'est la première fois. Arte a montré ça. Si vous avez vu le film, c'est demain à 19h. C'est la version française. Mais on a montré à des petits Européens aussi. Mais il y avait des choses beaucoup plus personnelles à des réfugiés en Israël, de Nuba, qui ne sont pas rentrés chez eux depuis 10 ans. C'était tellement intense, ils avaient l'impression d'être là. Et ça me paraissait pas éthique en fait de ne pas leur dire que ça allait avoir lieu. Mais je ne savais pas à l'époque que ça allait avoir lieu. On a montré à des gens à South by Southwest qui avaient eu cette expérience réelle et puis ils étaient renvoyés dans la situation de South by Southwest, quoi. Donc, on l'a montré à des gens dans les montagnes de Nuba. Donc il y a Mosquito Jordania, des films qui regardent. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un grand pouvoir avec ces films. L'échelle est énorme. Mais le plus puissant, c'est qu'on le montre à des gens particuliers. Et là, il faut planifier. Nous, on ne savait pas. On essaie de voir ça. Donc là, avec des petites audiences, c'est là où il faut voir. Et à la fin, on avait là, ici, donc là, des politiques américains aux États-Unis. Et puis il y avait des gens qui regardaient sur Facebook, il y avait une demi-expérience. Et pour ce genre de contenu, c'était beaucoup mieux pour connecter les gens à l'histoire, d'avoir ces expériences de qualité, de l'emmener directement à des gens. Donc on va essayer d'arrêter là rapidement. Mais juste pour répéter, quelque chose de très important, c'est ce super pouvoir qu'on peut avoir avec VR. On peut capturer des moments authentiques, les donner à un public de façon authentique. Et le rapport sera différent avec le sujet, entre le réalisateur et le sujet et le spectateur. Mais si ça permet au sujet et au public de se rapprocher, là, il y a un pouvoir d'avoir quelque chose de fondamentalement nouveau. Mais il faut continuer à prendre des risques et à expérimenter. Actuellement, 5, 6, 7 ans, avec cette génération particulière, on s'est dit, bon, ça marche, ce format, c'est bon. Donc on va faire des vidéos, etc. Et donc voilà, ça va être intéressant. Mais ce n'est pas une expérimentation radicale. Et la seule façon d'avoir cet avenir, c'est que si nous, on se pousse, parce que nous finançons, nous produisons, nous faisons ces films. Et donc il faut pouvoir échouer et puis essayer d'autres choses. Et on essaie de faire ça à notre modeste manière. On va apprendre des leçons de cette expérience pour notre prochain
projet. Donc comment on peut faire? Moi je travaille sur un nouveau film sur le catastrophe nucléaire à Fukushima Daiichi. Je travaille avec un photographe qui travaille là-bas depuis 7 ans, qui parle des problématiques à travers la photo. Comme nous on a fait en Afrique, et puis Dominique a vu notre film sur Nuba et il voulait explorer cet endroit différemment. Donc Dominique et moi, nous essayons de raconter cette histoire sans narratif linéaire, sans biographie, mais avec ces éléments documentaires. Donc on revient dans l'autre sens, mais on a l'idée dès le départ de donner cette compréhension émotionnelle avec des histoires réelles, des gens réels, des endroits réels. Et quand on regarde ça, comment ça peut entrer en interaction avec l'environnement, comment on peut construire l'espace qui va améliorer ce que vous allez voir dans le casque. Quand vous entrez, quand vous sortez, ça rajoute à ce que vous voyez. Et là, je veux améliorer la diversité des gens qui font la VR. C'est parce que la réponse, l'avenir que nous recherchons, la chose la plus incroyable pour la VR, ça ne va pas se passer dans Silicon Valley ou à Los Angeles. Ça va être à Nairobi ou à la Roumanie. Si on pousse ces outils, on les donne aux gens qui peuvent vraiment jouer avec. Dans le passé, il y a toujours ces nouvelles technologies, il y a des studios qui ont de l'argent, des ressources, des gens qui ont le pouvoir de dominer le narratif. Et je dis non, ça nous pose des problèmes. Un exemple, c'est l'influence en Afrique. C'est tellement stéréotypé, c'est tellement pollué par les stéréotypes que même quand on y est, on ne peut pas voir. En tant que journaliste qui regarde ça depuis 10 ans, c'était une bataille pour raconter l'histoire simplement, parce qu'il y a cette longue histoire de colonisation. Et ça a créé une réalité virtuelle sur la réalité virtuelle. Donc quelque chose qui était marrant, c'est qu'à Nairobi, là il y avait des caméras, il y a eu plein de choses de merdiques, des choses super, des choses excitantes. Et on espère continuer. Il y a un petit festival la semaine prochaine à Nairobi, donc si vous êtes là, allez-y. Si vous êtes de passage, hein, et on est ravis de voir ce qui va venir. Donc on a 2 minutes si vous avez des questions. Oui. So you're talking about documentary. Oh, well, I think if I yell for you to hear, most people in the middle. Yeah. So you're talking about documentary Donc vous parlez des documentaires là. Qu'est-ce que ça vous a appris sur la VR pour la fiction? Là encore, ce qui est bien avec ce documentaire, c'est que la vie se passe autour de la caméra. Les gens qui font des films de fiction, là encore, il y aura cette façon de faire, il y aura une bataille pour eux de rejeter des choses, de trouver une nouvelle voie. Donc si on écoute, si on regarde comment les gens agissent autour de la caméra, c'est qu'on peut avoir là. Ça peut être utile pour faire un film de fiction, mais typiquement l'idée de conflits, d'histoire, etc. Donc avec les montagnes russes en fait. Donc il faut pouvoir voir, parce que il y a des langages qui fonctionnent. Oui, c'est les mêmes leçons qu'on peut apprendre avec la fiction. On pense à ça dans la cave, dans les grottes. Il y a un environnement dans lequel on se trouve où le spectateur trouve le sens. Plutôt que d'avoir un réalisateur lourdin qui dit voilà ce que vous devez comprendre là-dedans. Donc il faut regarder ça maintenant. Non, il faut construire un environnement. Il faut voir des scènes où le spectateur va explorer plutôt que d'avoir quelque chose d'obligé de forcer. C'est faux, j'avais une question un peu similaire. Donc merci, excellente. Moi je suis curieuse.
pour les 5 à 10 années à venir, avec les leçons que vous avez apprises maintenant, comment vous pouvez projeter ça dans une expérience d'apprentissage? Comme ça, on ne va pas faire des films en VR merdiques. C'est compliqué parce que pour ce film, on a travaillé avec des partenaires incroyables, donc New York Times, Arte, etc., AG+, mais bon, eux, ils veulent raconter des narratifs d'une certaine manière, des narratifs qui vont toucher leur public, ça veut dire compter sur les voix off et ce qu'on fait avec le cinéma traditionnel. Actuellement, avec le film du Japon, sur lequel je travaille, on veut faire tout totalement différent, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver le financement pour ça. Donc, pour les créateurs, pour les gens qui financent, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le contenu qui est différent. Il faut expérimenter avec de nouvelles choses, il faut que ce soit... il faut qu'on fasse ça, sinon on va rester dans cette boucle cyclique, on va créer des choses qui ne sont pas, qui ne touchent pas les gens. Les caméras qu'on avait il y a 2 ans, mais qu'on peut avoir maintenant, ça a baissé énormément en termes de tarifs, de prix. Donc là, avec la virtualité, ça peut être quelque chose qui ne dépend pas des autres éléments. Donc c'est le Wild West. Hein. C'est la réalité du fait qu'il y aura l'argent, le pouvoir. On veut consolider le médium, avoir quelque chose qui marche. Donc avoir ce système, c'était génial. On a eu beaucoup d'argent d'Oculus, de Facebook. Ça a créé une matrice narrative riche, mais c'est petit, c'est des gens très particuliers, et s'il n'y a que ça comme financement, voilà, il n'y aura qu'une sorte d'histoire. Et même, c'est tellement nouveau, et les gens, déjà, ils essaient de donner des règles. Donc, bougez pas la caméra, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Donc, tout ça, il faut oublier. Il faut expérimenter, faire des choses et oublier les règles. Merci pour votre courage et votre désir de montrer un monde qui doit être montré. De mes racines africaines, je vous remercie. Je voudrais dire que c'est compliqué pour le réalisateur, parce que je ne suis pas sûr, parce qu'on peut être tellement proche, on peut donner autant d'émotions. Là, c'est beaucoup plus qu'on pourrait faire avant. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Moi, je suis d'accord. Je ne me rendais pas compte, parce que en tant que photographe, il faut être proche. C'est une interaction violente et intense. On parle de capter, on parle de tirer, de tirage. Donc, ce n'était pas quelque chose de mauvais, mais c'était quelque chose de remarquable. Là, on est protégé par cette distance aussi. Alors, cette interaction est fondamentalement le même. Et j'ai l'impression, on a l'impression que c'est une histoire de contrôle. Mais c'est très intéressant. Et c'est la même chose, mais c'est différent, parce qu'en fin de compte, on choisit ce qu'on doit choisir, ce qu'on veut choisir, et même si vous voyez plus, vous explorez davantage, on prend des moments, on les recolle. Une séquence, on rajoute des sons, il y a des profils couleurs. Donc, c'est juste votre relation, ça change un petit peu par rapport à un film classique. Mais la VR, on peut devenir plus proche de la réalité, trouver une connexion, mais c'est aussi une construction, comme tout autre médium. C'est très important. Maintenant qu'on va dans ces expériences qui seront d'autant plus excitantes et avec une meilleure illusion et tout, ce n'est pas la réalité du tout. Et il y a des réalisateurs qui font très bien les films 2D. Il y a peut-être un réalisateur différent
qui va faire ce genre de film. Plus intéressant, moins intéressant, etc. Ça peut arriver. Je suis très intéressé avec les modistes, les chefs décorateurs, par exemple. Et c'est des gens qui font des choses extraordinaires. Donc pour la diversité, puis emmener ça vers différentes personnes, est-ce qu'il y a des gens? Donc ça va d'un chimiste à un chef, quoi. Des gens qui ne sont pas cinéastes, ça va nous vraiment aider à l'avenir. Bon, je n'ai pas besoin de micro, mais ma question c'est, est-ce que vous vous intéressez à faire quelque chose de transmission en direct? C'est-à-dire, si c'est enregistré, c'est une construction. Et les gens le savent. Même si ça semble réel, ils voient une reconstruction en effet. Alors que si vous mettez quelqu'un dans cette case lors des bombardements, et on voit ça en temps réel, il y a une valeur là-dedans. Surtout quand on parle de documenter quelque chose plutôt que de faire un film artistique. Oui, je pense que c'est un point intéressant. Il y a Periscope, par exemple, pour suivre ces événements. Pour moi, c'était ça. J'étais à Periscope. Il y avait quelqu'un qui se cachait derrière un mur, quelqu'un qui courait dans la rue, quelqu'un qui montait sur un char. Donc il y avait ces petits nœuds partout. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Pour les infos, c'était pas terrible. Mais le sens, c'était quelque chose, mais après un bout de temps, ça n'avait plus de sens. Mais ça pourrait être amplifié autrement. Et avec 5G. Oui, avoir ce genre de contenu, il faut changer la façon dont les consommateurs interagissent avec les informations. Les informations, c'est quelqu'un qui vous raconte quelque chose, c'est pas un flux sans contexte. Et c'est le streaming en fait. C'est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui le lit? Quel est le contexte qui peut les influencer? Donc, il faudrait voir comment faire ça de telle manière à ce que les gens puissent comprendre et avoir une expérience intelligente. Thanks everybody, and if you want to be in touch, write us an email. We'll be happy to talk.